Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours du module de Parallel Programming for Embedded MPSoC. Dans les cours précédents, nous avons vu d'abord une introduction, puis une introduction aux modèles de calcul et au langage de programmation, ainsi que la notion de parallélisme. Dans le second cours, nous avons été un peu plus techniques et nous avons vu la programmation avec les API pthread et OpenMP, ainsi que quelque chose de un peu plus récent que sont les modèles de programmation flux de données, donc les modèles Dataflow. Eh bien, aujourd'hui, nous allons passer à la troisième partie du cours, dans laquelle nous allons présenter les composants que l'on va retrouver dans les architectures parallèles et les manières dont on va pouvoir caractériser ces architectures parallèles. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec les composants que l'on trouve à l'intérieur d'une architecture parallèle. Alors, ce dessin-là, on l'a déjà vu dans une version un tout petit peu différente dans le premier cours, mais quasiment identique. Et c'est le schéma que j'avais utilisé pour vous présenter brièvement les différents éléments que l'on peut trouver sur un seul morceau de silicium que l'on va appeler un Heterogeneous MPSoC, donc Heterogeneous Multiprocessor System on Chip, que l'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Nous allons dans ce cours détailler, donner un peu plus de détails sur les différents composants que l'on peut trouver sur ces architectures. Et nous allons commencer tout de suite par les processing elements, c'est-à-dire les processing components, les éléments de calcul que l'on va trouver sur ce genre de chip. Alors, lorsque l'on parle d'un élément de calcul, en réalité, de quoi parle-t-on? Eh bien, de manière très très simple, on parle de un élément, un composant, un morceau de silicium dont les transistors sont utilisés pour effectuer des calculs, des computations en anglais. Alors ces calculs, ils peuvent être très simples, ça peut être des calculs arithmétiques, tels que des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, ça peut être également des comparaisons entre des nombres, donc est-ce que tel nombre est plus grand que tel autre nombre, ou est-ce que ces deux nombres sont égaux? Et on va généralement travailler sur des données qui sont des données entières, ou des données flottantes, telles que les types float définis par les standards I3E, mais également parfois des types un peu plus complexes, des types de données un peu plus complexes, tels que des nombres complexes. On trouve également des opérations logiques qui cette fois-ci ne vont pas travailler sur des nombres, mais vont travailler sur des mots binaires, et on va trouver des et logiques, des ou exclusifs, des décalages à gauche, à droite, ce genre de choses. Donc là, typiquement, vous avez peut-être déjà ressenti le fait que finalement je parlais de calculs et je retombais plus ou moins sur la liste d'instructions au niveau assembleur que l'on peut trouver dans des processeurs. Et donc naturellement, eh bien, quelles sont les autres instructions qu'on peut trouver dans ce genre de processeur? Eh bien, ça va être des instructions de branchement conditionnelles et inconditionnelles, c'est-à-dire ces instructions qui vont nous permettre soit d'appeler une fonction, soit d'exécuter un if ou une boucle for dans un programme. Et enfin, pour terminer, il y a un dernier type d'instruction qui est très important dans des éléments de calcul, ce sont les instructions qui font des mouvements de données. Typiquement, vous allez pouvoir faire un load qui va vous permettre d'aller charger dans la mémoire, depuis la mémoire de votre processeur, un une donnée, un entier par exemple, pour le charger dans un registre de votre processeur via une opération de load. Et là, vous allez simplement bouger des données, ces données elles ne sont pas modifiées, elles sont simplement déplacées, chargées depuis la mémoire vers un registre, ou via un store depuis un registre vers la mémoire. Et donc là, nous avons un peu les opérations de base que les processing components sont capables de faire. Alors, il y a également des opérations un peu plus complexes. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler une opération complexe? Eh bien, c'est tout simplement une instruction qui pourrait être exprimée via une série d'instructions que j'ai présentées sur la slide précédente. Donc là, par exemple, je vous ai mis des instructions basiques telles que le min ou le max entre deux ou plus de nombres. Calculer le maximum entre quatre nombres, on pourrait tout à fait le faire avec une série de comparaisons et des branchements conditionnels. Mais on peut également, dans certains processeurs, le faire via une seule et unique instruction qui va prendre 4 registres en paramètres, par exemple, et vous donner directement en un seul coup d'horloge le nombre maximum parmi ces 4 registres. Il existe d'autres instructions complexes de la sorte, telles que des instructions qui vont faire du médiane, calculer la valeur médiane ou la valeur moyenne d'une série de nombres, ou bien swapper, c'est-à-dire échanger des valeurs contenues dans deux registres.
On trouve également des instructions spécifiques à certains domaines applicatifs. Donc là, par exemple, on va avoir des instructions qui vont être spécifiques au Digital Signal Processing, c'est-à-dire au traitement signal numérique. Et on va avoir dans certains processeurs, eh bien, des instructions qui vont, par exemple, permettre d'effectuer très rapidement des opérations de multiplication-accumulation, c'est-à-dire une multiplication suivie immédiatement d'une addition dans un registre spécifique, et donc quand on va enchaîner plusieurs fois cette instruction, eh bien le registre dans lequel on accumule les résultats va être mis à jour constamment avec les résultats des multiplications successives. Ce type d'opération étant à la base des opérations matricielles ou des opérations vectorielles, qui sont elles-mêmes à la base des applications de traitement du signal numérique, eh bien, si un processeur est capable de fournir une instruction de multiplication-accumulation très efficace, qui en un seul coup d'horloge va faire une ou même plusieurs instructions de multiplication-accumulation, eh bien, on va être capable d'accélérer fortement les applications de traitement de signal numérique. On peut avoir également des instructions encore plus complexes, telles que des transformés de Fourier ou des transformés en cosinus, pour le domaine du traitement du signal numérique. Et pour le domaine du traitement d'image, eh bien, on va également avoir des instructions qui vont permettre, en quelques coups d'horloge, d'effectuer des opérations sur des vecteurs ou sur des matrices. Et il en existe bien évidemment d'autres, cette liste n'est pas exhaustive. Donc voilà un peu à quoi servent des processing elements, des processing components. Eh bien, ce sont des éléments de calcul qui vont exécuter, qui vont être programmables et qui vont exécuter des instructions plus ou moins complexes. Alors, maintenant, regardons un peu les différents types d'éléments de calcul que l'on va trouver principalement dans les architectures multiprocesseurs on-chip. Les premières, eh bien, ce sont les plus standards, on va dire, ce sont les General Purpose Processors, donc les processeurs généralistes. RISC et CISC, ce sont deux dénominations que vous avez déjà dû voir, qui se réfèrent à la complexité de l'instruction set. Donc vous avez RISC pour Reduced Instruction Set, pardon, et Core, et CISC pour Complex Instruction Set. Donc dans le premier cas, on va avoir pratiquement dans le cas des risques que des instructions très simples. Et pour construire des programmes complexes, eh bien, nous allons assembler tout un tas d'instructions très simples. C'est, on va dire, la philosophie qui est un peu à la base des processeurs ARM, par exemple. Et dans d'autres cas, dans d'autres processeurs, typiquement un peu le x86, on va avoir des architectures avec des jeux d'instructions complexes dans lesquels on va effectivement trouver des instructions qui vont être capables de faire des opérations très complexes en une seule instruction. Alors, ces architectures généralistes, en général, quand on les trouve sur un MPSoC, on les trouve la plupart du temps, eh bien, ça va agir en tant que processeur principal. Processeur principal, eh bien, ça veut dire que c'est finalement celui qui va orchestrer l'application qui va tourner sur le système. C'est typiquement le processeur qui va exécuter le système d'exploitation. Que ce soit un Linux, un Windows, en général, il va être exécuté sur un processeur généraliste de la sorte. Donc c'est un processeur qui est en général assez gros en nombre de transistors. C'est un processeur qui peut faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on peut lire de la vidéo, décoder du son, aller naviguer sur le net, afficher des pages web, ce genre de choses. C'est un processeur qui est en général assez simple à programmer, puisque les compilateurs sont largement disponibles pour ce type de processeur pour compiler n'importe quel langage en un programme exécutable. Ce sont des processeurs qui ont des caches cohérentes, on y reviendra un peu plus tard à cette notion-là dans le cours, et ce sont surtout des processeurs qui ont une fréquence d'horloge qui est très élevée. Aujourd'hui, que ce soit dans les téléphones ou sur vos ordinateurs de bureau, on va avoir des processeurs qui ont une fréquence d'horloge à quelques gigahertz. Alors ça, ce sont les avantages. Les inconvénients de ce genre de processeur, eh bien, il y en a énormément en réalité. Ce sont notamment le fait que ce sont des processeurs qui sont peu performants. Alors, pourquoi peu performants? Eh bien, tout simplement parce que, certes, ils sont capables d'exécuter des applications très rapidement, on en avait déjà parlé dans le premier cours, mais en contrepartie, ils ont une consommation énergétique qui est énorme. C'est-à-dire que on va avoir d'autres types de processeurs derrière. Pour une même application exécutée sur un processeur généraliste et sur un processeur spécialisé, eh bien évidemment, le processeur généraliste va consommer beaucoup plus d'énergie.
vous avez dans la colonne des arguments négatifs, en dernier élément, une indication, alors c'est plutôt un ordre de grandeur, de la consommation énergétique de ce type de processeur, qui est donné en gigaopérations par seconde. Donc, un gigaopération, c'est 1 milliard, si je dis pas de bêtises, d'opérations par seconde, par watt consommé par le chip. Et on a ici, pour les processeurs généralistes, un ordre de grandeur de 1 gigaopération par seconde par watt. Enfin, le dernier désavantage, c'est que ce sont des processeurs pour lesquels il est très difficile de donner des garanties sur les temps d'exécution des applications. Typiquement, dans ce type de processeur, vous avez plein de mécanismes très complexes qui ont pour vocation d'améliorer les performances de l'application, de n'importe quel type d'application. Des mécanismes tels que les prédictions de branchement, des pipelines à l'intérieur du processeur qui sont extrêmement profonds, l'exécution d'instructions out of order, des caches, tout un tas donc de systèmes qui sont des systèmes hardware, qui sont complètement transparents du point de vue de l'application, mais des systèmes pour lesquels il est très difficile de savoir, lorsqu'on écrit le programme, eh bien, comment ces systèmes vont réagir à l'exécution. Et très souvent, la seule manière de savoir comment ces systèmes vont réagir à l'exécution, comment est-ce qu'ils vont effectivement entrer en jeu pour essayer d'accélérer les performances de l'application, eh bien la seule façon de le savoir, c'est tout simplement de le mesurer en exécutant l'application. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité à la compilation de donner, par exemple, un temps d'exécution précis pour un programme sur ce type de processeur, puisque en fonction de l'état des mémoires cache, en fonction du nombre de processus qui tournent actuellement dans le système d'exploitation, le temps d'exécution d'un programme peut varier très fortement, et ça peut être du simple au double, voire même pire. Donc on est incapable de donner des garanties temps réel pour ce genre de processeur. Alors, en bas de la slide, je vous ai mis quelques exemples de processeurs dans cette catégorie. Le plus courant étant les processeurs x86 de chez Intel, mais on a également des processeurs de chez ARM tels que les A15 qui commencent à dater un peu, ou les PowerPC de chez IBM. Alors, le deuxième type de processeur qu'on va voir, ce sont tout simplement des processeurs généralistes, mais en plus petits. Donc en fait, qu'on va également appeler des microprocesseurs. Là, on a des processeurs qui sont véritablement taillés pour des applications qui ne demandent pas beaucoup de calcul. D'accord? C'est-à-dire des applications dans lesquelles on va peut-être avoir besoin d'aller contrôler un écran, contrôler un moteur, mais on ne va pas avoir des données en provenance de capteurs, par exemple, à traiter pour effectuer le service. Donc ça va être typiquement des automates industriels dans lequel, si tel bouton est appuyé, je dois déclencher telle valve. C'est vraiment, je vais réagir de manière très simple à un ensemble de stimuli sans avoir besoin d'effectuer des calculs. Donc ces processeurs sont des processeurs généralistes, dans le sens où leur jeu d'instructions leur permettrait quand même de faire des calculs si on le souhaitait. C'est juste qu'ils vont les faire beaucoup plus lentement que des processeurs généralistes de la slide précédente, puisqu'ils sont beaucoup plus petits. Donc ce sont des processeurs qui peuvent faire à peu près n'importe quoi. Ils ont en général également des caches cohérentes, on va y revenir plus tard, je le rappelle. Ils ont une empreinte énergétique qui est, on va dire, par ordre de grandeur 2 fois meilleure que celle des processeurs généralistes de la slide précédente, et surtout ils sont taillés pour gérer des applications en temps réel. C'est-à-dire que tous les mécanismes complexes qui permettaient d'améliorer les performances des applications dans les processeurs généralistes, au détriment de la prédictibilité du temps d'exécution, eh bien tous ces mécanismes ont été enlevés, donc on a économisé énormément de silicium lorsqu'on les a enlevés, et en contrepartie, on va obtenir un déterminisme, une prédictabilité beaucoup plus forte du temps d'exécution des applications. Et donc on va être capable, même quasiment à la compilation, de savoir que tel programme prendra tel temps à s'exécuter sur notre architecture. Alors l'inconvénient de ces architectures-là, c'est qu'en général, elles ont des performances qui sont basses, voire même très basses, tout simplement parce qu'elles ne sont pas taillées pour les performances, et donc elles ont une fréquence d'horloge qui vont être assez faible, des jeux d'instructions assez simples, c'est-à-dire que parfois vous n'aurez
Vous n'aurez pas de diviseur d'instructions pour faire des divisions, par exemple, donc vous pouvez la faire via, de l'algorithmie, mais vous n'avez pas une instruction qui vous la fera en quelques coups d'horloge et même dans les plus simples des microcontrôleurs, vous n'aurez même pas de quoi, manipuler des nombres flottants, ou même faire des multiplications. Donc voilà, vous avez des architectures avec des jeux d'instructions très simples, qui font des petits processeurs peu gourmands en énergie, mais du coup la contrepartie c'est évidemment qu'ils sont peu performants. Alors, quelques exemples de cœurs dans cette catégorie. On a les cœurs A7 de chez ARM, alors qui sont déjà tout de même assez complexes comme type de cœur. Les M3 de chez ARM toujours, qui eux sont véritablement des microcontrôleurs. Les MSP430 de chez Texas Instruments, qui sont des microcontrôleurs également. Et enfin, les Microblaze de Xilinx. Alors là, c'est un peu particulier puisque c'est ce qu'on appelle un soft core, S-O-F-T, C-O-R-E, un soft core. Et un soft core, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en réalité, c'est un cœur configurable. C'est-à-dire que lorsqu'on veut utiliser un microblaze, eh bien, dans un outil de configuration, on va spécifier ce que l'on souhaite embarquer dans ce cœur. Donc, par exemple, on va pouvoir configurer un microblaze pour qu'il soit capable de traiter uniquement des nombres entiers parce qu'on n'a pas besoin de faire des opérations flottantes. On va configurer son nombre de registres. On va éventuellement configurer un accélérateur pour avoir une instruction qui va nous permettre d'effectuer une transformée de Fourier sur 16 nombres, par exemple. Et donc, on va comme ça configurer complètement son cœur, la largeur de ses bus de données, ce genre de choses, et l'outil va nous générer finalement eh bien, ce cœur que l'on va pouvoir synthétiser et embarquer sur un FPGA. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un soft core, c'est un cœur configurable que l'on va véritablement tailler à ses besoins, aux besoins de son application, et que l'on va après eh bien, embarquer sur un FPGA pour exécuter notre application. Alors, on continue avec les processeurs spécialistes dans un domaine d'application, donc notamment les Digital Signal Processors, les processeurs de traitement du signal numérique, ou les ASIP, Application Specific Instruction Platform. Là, il s'agit de processing element, de processing component, dont le jeu d'instructions a été spécifiquement créé pour un domaine applicatif bien précis, donc par exemple le traitement du signal numérique. Alors, ce que ça veut dire que tout le jeu d'instructions, tout le processeur, tout le silicium, les transistors ont été véritablement créés pour donner les meilleures performances possibles pour les opérations qui sont à la base d'un domaine d'application tel que le traitement du signal. Donc les avantages, c'est que quand on a des applications qui sont dans ce domaine applicatif, eh bien nous allons avoir des performances qui vont être extrêmement bonnes. Typiquement, on va avoir une performance énergétique qui va être 10 fois meilleure qu'un processeur généraliste lorsque l'application est dans le bon domaine. C'est-à-dire que si j'exécute une application de traitement du signal sur un processeur dédié à du traitement du signal, eh bien je vais avoir des très très bonnes performances. Alors, la contrepartie, évidemment, c'est que, bien, comme ce sont des architectures un peu spécifiques, si j'essaye d'exécuter une application qui n'est pas du traitement du signal sur un processeur de traitement de signal, eh bien, assez naturellement, là, par contre, je vais avoir des performances qui vont être assez mauvaises. Un exemple, parmi d'autres, l'un des exemples de board que sont les, les processeurs de traitement de signal de chez Texas Instruments de la famille C6X, eh bien, ce sont des processeurs sur lesquels il est possible d'exécuter un Linux, c'est-à-dire que le code existe, il est compilable et on peut l'exécuter, mais le Linux va tourner de manière extrêmement lente, beaucoup plus lente que sur un processeur généraliste. En revanche, les applications de traitement du signal, naturellement sur ces architectures, vont elles être capables de tourner 10 fois plus vite que sur un processeur généraliste. En général, dans ce genre d'architecture, vous avez énormément de parallélisme d'instructions. C'est-à-dire que, typiquement, dans une architecture de traitement de signal, eh bien, vous allez avoir la possibilité, à chaque coup d'horloge, d'effectuer 4, voire même 8 opérations de multiplication, accumulation dans un seul cœur. D'accord? Puisque on sait que c'est au cœur des applications de traitement de signal, et donc on va permettre de faire ces applications très 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 vite, en parallèle au sein d'un seul cœur.
Donc les inconvénients, j'en ai déjà un peu parlé, c'est que, eh bien, c'est des architectures qui sont spécifiques à certains domaines applicatifs. Et enfin, le gros inconvénient quand même, c'est que ce sont des architectures, pardon, qui sont difficiles à programmer efficacement. C'est-à-dire que pour être capable de tirer pleinement parti de la puissance de calcul de ce genre d'architecture, eh bien, il faut se former, il faut lire sa documentation, lire l'API de programmation spécifique qui, bien souvent, va demander d'aller écrire du code quasiment au niveau assembleur. Donc, ce sont des applications pour lesquelles il va falloir acquérir une expertise avant d'être capable de développer efficacement pour elles. Alors, petite anecdote sur ce sujet-là, par exemple, les architectures de traitement du signal de chez Texas Instruments, les C6X, pour vous donner un ordre d'idée à quel point, c'est spécifique à programmer, j'ai, moi-même travaillé sur ces architectures, dans le passé, et donc dans divers, ressources sur internet, on pouvait voir que j'avais travaillé, sur ces architectures-là, notamment, sur, LinkedIn. Et par la suite, j'ai, été contacté, directement par un labo, de recherche en physique nucléaire, il me semble, aux États-Unis, qui me contactait spécifiquement, pour ma connaissance de ces processeurs, puisqu'ils avaient ces processeurs, dans leur gamme de processeurs disponibles pour leurs applications. Ils avaient besoin de développer des nouvelles applications et plutôt que d'embaucher un ingénieur qu'ils allaient chercher à former à ce processeur, à ce type de processeur, eh bien, pour eux, c'était beaucoup plus intéressant d'essayer de débaucher quelqu'un, à l'étranger ou en tout cas de faire du consulting avec quelqu'un, à l'étranger, quelqu'un qui soit déjà expert sur ce genre d'application, sur ce genre d'architecture. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que c'est une véritable compétence. Si à un moment dans votre parcours professionnel, vous devenez expert sur un type d'architecture comme celui-ci, eh bien, c'est une compétence qui, des fois, peut être tout à fait valorisée et recherchée par certains employeurs. Ce qui donne une idée quand même de la complexité, de ces architectures à programmer et donc de la compétence que cela représente. Ensuite, on passe encore avec à un type de coprocessing element encore plus spécifique que sont, des accélérateurs. Alors les accélérateurs, les ASIC, dont je ne me rappelle plus du terme de la signification de l'acronyme, j'aurais pu la noter. Des accélérateurs, ce sont véritablement des processing elements qui sont dédiés à une fonctionnalité très, très, très précise. Donc par exemple, vous avez un coprocesseur, on va appeler ça un coprocesseur, c'est-à-dire c'est un accélérateur, qui va être, à côté d'un processeur. Donc vous avez du silicium sur votre chip qui est réservé à un processeur et à côté, vous avez un peu de silicium, des transistors, qui sont réservés à ce coprocesseur, qui va donc être, géré par le processeur qui se trouve à côté, et qui va effectuer des calculs pour lui. Donc par exemple, des transformés de Fourier. Et donc vous allez avoir ce genre d'accélérateur qui va être dédié à une fonctionnalité très précise, qui ne pourra faire que ça, mais qui le fera extrêmement efficacement, très rapidement, avec une empreinte énergétique très très faible. Donc les avantages, c'est qu'on a des performances très bonnes, une empreinte énergétique qui est excellente, au mieux de ce qu'on peut faire finalement pour ce calcul-là, des performances qui sont tout à fait prévisibles, puisque typiquement, vous avez votre coprocesseur de transformé de Fourier qui travaille sur 512 ou 1024 points, vous lui donnez 1024 valeurs en entrée, vous lui dites top départ, et vous savez très précisément que tant de coups d'horloge après, il vous donnera le résultat. Le nombre de coups d'horloge sera toujours le même, il n'y aura aucune variation dans ce processus-là. Donc vous avez une prédictibilité totale des performances, ce qui, pour des applications temps réel, peut être absolument primordial. Donc ça, ce sont les avantages. Les inconvénients, eh bien, c'est tout d'abord que vous avez une programmabilité qui est, proche du néant, puisque, bah, typiquement, si on reste sur l'exemple de votre, coprocesseur de transformé de Fourier, eh bien, il va être capable de réaliser des transformés de Fourier, alors peut-être sur un nombre variable de points, c'est-à-dire que peut-être vous allez pouvoir le configurer pour travailler sur, 128, 256, 512 et 1024 points. Donc peut-être que via de la configuration, vous allez pouvoir lui faire des transformés de Fourier inverse. Mais si vous essayez de lui faire faire autre chose, même des choses qui pourraient, sembler très proches comme des transformés, cosinus ou ce genre de choses, eh bien il sera parfaitement incapable de faire ça. Donc on a un degré de programmabilité qui est proche de 0. La deuxième problématique, c'est que ce sont des choses qui sont en général très peu portables. Alors, portable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un code écrit pour une
plateforme donnée, pour un MPSoc donné, va pouvoir être compilé et exécuté sur une autre plateforme. Eh bien, souvent, quand vous avez développé du code sur une plateforme donnée, une plateforme A, sur laquelle vous avez un coprocesseur de FFT, et donc vous écrivez du code qui permet eh bien, de communiquer avec ce processeur et donc de l'utiliser, de le configurer et de l'utiliser, eh bien, ce code, si vous essayez de le compiler pour une plateforme fournie par un autre fabricant, ou voire même une nouvelle plateforme fournie par le même fabricant, il y a de très grandes chances que le code que vous avez écrit pour utiliser le coprocesseur sur votre ancienne génération, ou sur votre première plateforme, ne soit absolument pas utilisable pour la nouvelle. Et donc il va falloir lire la nouvelle doc et réécrire ce code-là totalement. Il y a une portabilité qui est quasiment nulle. Donc quelques exemples, j'en ai déjà parlé. On a les coprocesseurs de transformés de Fourier, notamment ceux qu'on trouve dans les architectures de traitement de signal de chez Texas Instruments, que l'on utilise quand on a la possibilité de faire des TP en présentiel à l'INSA. Il y a également des coprocesseurs dédiés à certaines applications de télécommunication, comme par exemple le turbodécodage, qui est un des éléments de la chaîne de télécommunication de 4e génération. Et enfin, alors les GPU que j'ai mis sur cette slide, puisque historiquement, les GPU, donc les cartes graphiques de vos ordinateurs, Graphical Processing Units, eh bien, sont des coprocesseurs dédiés à une fonctionnalité très particulière, qui est de générer des images à afficher à l'écran, 2D ou 3D. Pourquoi je l'ai mis entre parenthèses dans cette slide? Eh bien, tout simplement parce que, historiquement, les GPU étaient dédiés à une fonctionnalité très précise, mais de plus en plus, les GPU sont utilisés pour faire autre chose, en utilisant ce qu'on appelle le GPGPU, General Purpose GPU. Donc, c'est-à-dire, on va utiliser une carte graphique qui avait été créée pour une fonctionnalité très précise, et on va maintenant avoir la possibilité de la programmer un peu plus qu'avant, et de lui faire des choses pour lesquelles elle n'avait pas été prévue à l'origine, notamment l'intelligence artificielle. Et donc, on a quelque chose, on a un coprocesseur qui était véritablement très spécifique à une application donnée, un domaine applicatif donné, et qui aujourd'hui a été eh bien, dévié de cette utilisation première. Donc voilà, ceci clôt un petit peu la partie des processing components. Je vous retrouve dans quelques instants pour eh bien, parler des autres composants que l'on peut trouver sur les processeurs, tels que les mémoires, les moyens de communication internes.